Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Spartacus. Le podcast aujourd'hui renaît de ses cendres puisque il a été laissé un petit peu de côté et à l'abandon pendant quelques temps, mais c'était plus une jachère qu'un abandon et c'était reculé pour mieux sauter puisque je le relance aujourd'hui avec une invitée qui a une histoire particulière et quelque chose de vraiment très intéressant à raconter. Euh, Au début, lorsque j'ai lancé Spartacus, je voulais faire un podcast sur la liberté et aujourd'hui, je souhaite que ce soit quelque chose de plus ouvert aux personnes qui ont une cause à défendre, un message à porter. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vu passer l'histoire de Julie sur LinkedIn et je me suis dit qu'il fallait absolument qu'elle vienne inaugurer cette version 2.0 de Spartacus. Bienvenue Julie Meunier, bienvenue dans le podcast. Merci Yoni, merci pour l'invitation, je suis ravie d'être là. Avec grand plaisir. Alors vous allez découvrir dans un instant qui est Julie au travers de son histoire. Et je vais lancer les questions. Et j'aime pas. J'ai raconté ça à Julie en off avant qu'on démarre l'épisode. J'aime pas les épisodes linéaires dans lesquels on fait dérouler leur CV aux invités. Je vais vous raconter tout de suite ce qui m'a saisi en fait quand vu passer l'histoire. Et si ça te va, Julie, je propose qu'on parte de là. Bien sûr. C'est en fait j'ai vu passer ton histoire dans laquelle tu racontais que tu avais une Oui. entreprise qui est liée à une histoire personnelle que tu as vécue. Alors, est-ce que Oui, tu peux nous raconter un petit peu aujourd'hui quelle est ton entreprise et on va voir après dans un deuxième temps comment est-ce que tu en es arrivé là. oui. Alors en fait, j'ai une petite entreprise qui s'appelle Les Frangines. Alors les Frangines, qu'est-ce que c'est? C'est dommage, je savais pas que c'était filmé, du coup, sinon je me serais habillée en frangine. Là, j'ai voulu être habillée en moi-même. En fait, les frangines, ce sont des fausses franges qui tiennent sur les têtes qui n'ont pas de cheveux grâce à un système qui est déposé depuis 10 ans maintenant, par-dessus lesquels on vient mettre un turban ou un bonnet. Et nos parures, franges plus turban, sont prises en charge en totalité par la sécurité sociale. C'est donc une entreprise qui est née en 2016 grâce à un crowdfunding que j'ai fait sur Ulule, pour la simple et bonne raison que je pouvais pas emprunter. Et pourquoi je pouvais pas emprunter? Ben parce que j'ai été touchée par un cancer du sein très agressif en 2015, donc juste un an avant de lancer mon entreprise. Et c'est un essai clinique qui m'a sauvé la vie. Donc j'ai eu 18 mois de traitement avec 24 chimios, 2 opérations, 40 séances de radiothérapie et 5 ans d'hormonothérapie. Il faut savoir qu'à l'époque, quand on avait un cancer, on était inéligible à l'assurance à l'emprunt bancaire pendant 10 ans. La science nous déclare guéris au bout de 5 ans de rémission, c'est-à-dire que pendant 5 ans, la maladie n'est pas revenue. Mais je ne sais pas pour quelle raison, pour les assureurs, c'était 10 ans. Alors, on m'a dit qu'avant, c'était carrément à vie. Donc, il y Ok. avait quand même eu une avancée. Et il faut savoir que il y a quelques années, je crois que c'était en 2022, c'est même sûr. En 2022, il y a quand même eu une deuxième avancée, c'est que le droit à l'oubli est passé à 5 ans de rémission. Donc voilà, il s'est calé sur la science et c'est une belle avancée parce que bon, c'est déjà pas très juste cette histoire d'inéligibilité parce que quand on a eu une maladie grave comme le cancer ou autre et on l'a pas choisi. Enfin, c'est-à-dire que j'ai pas léché une flaque d'eau contaminée qui m'a rendu malade et Ou, délibérément. ou- ou Ça m'est alors, ou tombé alors tu l'as dessus. peut-être fait pendant ton temps libre, mais c'est pas ça qui t'a rendu malade. Non, clairement pas. Et en tout cas, c'était vraiment injuste. Et aujourd'hui, de savoir que ce droit à l'oubli, bah, il s'est calé sur bah, la science, c'est déjà, on va dire, un peu plus normal, même si au fond, ça reste quand même, disons-le, de la discrimination Mhm. complètement légale envers les gens malades. Ok. Donc il y a eu 3 tonnes d'informations là qui viennent d'être balancées Désolée! dans les 2 dernières minutes sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Et j'ai pris 3 petites notes et je me suis dit, oh là là, mais sur laquelle je rebondis. Et j'imagine que là, les auditeurs vont avoir envie d'en savoir plus. On va commencer par ton âge là. On est fin 2025, tu as quel âge? J'ai 38 ans. 38. Alors je sais qu'on ne demande pas son âge en général hein, à une jeune fille, mais c'est juste que pour resituer, le fait est que voilà, toi tu es tombé malade à un âge qui est peu commun Bah dans oui, ce genre de. j'allais avoir 28 ans.
T'allais avoir J'allais 28 ans. fêter mes 28 ans, ouais. On m'a diagnostiqué, c'était en mars 2015 et moi je suis née en avril, donc j'avais 27 ans, j'allais fêter mes 28 ans et d'ailleurs mes cheveux sont tombés le jour de mes 28 ans. Joyeux anniversaire. Je pourrais pas l'oublier. Super, Ouais. super, super cadeau. Super cadeau. Quoique, alors on va y revenir. Euh, c'est, une entreprise qui est née d'un besoin. Oui. C'est-à-dire que toi, tu dis que toi, t'as perdu tes cheveux et à cause du traitement, et Ouais. qu'est-ce que ça t'a fait vivre pour que tu ailles chercher cette solution? Alors en fait, faut savoir que effectivement, les premiers stigmates d'une chimiothérapie alopéciente, c'est-à-dire la grande majorité des chimiothérapies, il y en a qui ne le sont pas et il y en a qui le sont. Alors, l'alopécie, c'est la perte totale de toute pilosité, que ce soit des poils ou des cheveux. Enfin, voilà, les Ok. cheveux sont des poils. En fait, il y a jamais dans sa vie, on croit qu'un jour, on va se voir comme ça. C'est-à-dire sans cheveux, ok, mais sans cils et sans sourcils. Qu'on soit un homme ou une femme, qu'on ait 5 ans ou qu'on en ait 90, je t'assure que quand t'as plus de cheveux, plus de cils et plus de sourcils, tout le monde se ressemble. C'est hallucinant. Il y a simplement des formes physiologiques de ton corps et de ton visage qui vont faire de qui tu es. Mais on va dire que le fait de perdre cet aspect de texture de tes cheveux, de couleur de tes sourcils, de tes cheveux, la longueur de tes cils et tout, il y a quand même ce que j'appelle une rupture d'image, une rupture d'identité. Cette personne que tu vois dans le miroir, tu la reconnais pas. Tu sais pas qui c'est. Jamais tu l'as vue et d'ailleurs t'espérais jamais la rencontrer. Hmm. Et c'est vrai que j'ai fait la bêtise quand je suis tombée malade et que j'ai fait ma première chimio, c'est que j'ai acheté une prothèse capillaire, mais qui ne me ressemblait pas. Je me suis dit, bon, allez, quitte à avoir une prothèse capillaire, je vais faire un truc que j'aurais jamais pu avoir, quoi, en gros. T'as mis quoi, un Et truc alors, afro ou quoi? non, bah alors j'ai Parce tout que pour ceux essayé, qui voient pas, clairement. Julie a les cheveux plutôt lisses là actuellement. Voilà, j'ai les cheveux lisses. À l'époque, j'étais blonde platine, j'avais les cheveux longs jusqu'à la taille. Et en fait, j'avais jamais eu les cheveux courts. Donc, je me suis dit, bon, pour plusieurs raisons. Déjà, prendre une prothèse capillaire, les cheveux courts, ça veut dire que en fait, tu perds très vite tes cheveux et ils repoussent beaucoup plus doucement que ce qu'ils sont tombés. Et en fait, de prendre une prothèse capillaire courte, c'est quelque chose qui est plutôt recommandé parce qu'en fait, ça va être plus facile dans la transition au niveau de la repousse. Donc, je me suis dit, ok, moi, j'ai jamais osé couper mes cheveux courts. J'avais bien aimé ma coupe cheveux courts avant que mes cheveux tombent parce que j'avais réduit la longueur au fur et à mesure des semaines qui passaient jusqu'à avoir une coupe garçonne et j'avais trouvé ça trop rock'n'roll. J'adorais vraiment cette coupe et j'étais là, ah, trop dommage, je l'ai pas fait avant parce que franchement, c'est plutôt pas mal. Et du coup, je me suis pris une perruque cheveux courts, blond platine aussi, enfin, pas blond platine, blond doré, qui était pas mon blond à moi à l'époque. Et en fait, je me reconnaissais pas avec. Donc, je continue d'avoir cette rupture d'image quand je la portais et Ok. je me reconnaissais pas avec. Du coup, bah, je l'ai jamais mise. Je l'ai mise 3 fois, une fois pour un baptême, une fois pour un mariage et une fois pour une soirée, voilà, soirée entre potes quoi. Ok. Et après, j'ai pas réussi à la porter pour la simple et bonne raison que je trouvais qu'elle brillait un peu. J'avais l'impression qu'on voyait que ça. Enfin, j'étais pas à l'aise. Et puis aussi parce que, ben, en fait, une perruque, ça se coiffe toujours pareil. En fait, les cheveux reviennent toujours pareil. C'est figé, quoi, tu vois. Hmm. Donc, t'as beau faire ce que tu veux, tu peux faire comme ça, là, tu peux faire un ébouriffage. Et en fait, les cheveux reviennent nickel. Et Hmm. quand tu la coiffes sur le porte-perruque. Donc, il y avait tout un, tout un, tu sais, des manières que tu as, des choses que tu fais avec tes mains d'habitude au niveau de ta coiffure que j'avais plus et qui me manquaient. Donc en fait, cette perruque, je la portais pas et je me suis mis à nouer des turbans sur ma tête. Et je retrouvais justement dans le nouage de turban une sensation presque thérapeutique. Alors je mets des guillemets parce que c'est pas thérapeutique, hein, c'est ma façon à moi d'exprimer les choses. Mhm. Mais c'était une sensation presque thérapeutique de retrouver la sensation de se coiffer en nouant des turbans sur ma tête. Moi qui avais les cheveux très très longs, en nouant des turbans, j'avais l'impression de me faire un chignon, une queue de cheval, enfin voilà,
prendre soin de ma coiffure et pas d'enfiler un truc, tu vois, pas d'enfiler une perruque qui s'enfile finalement comme un bonnet. Ouais. Est-ce qu'il y a Donc, un c'est... sujet de reprise de contrôle dans cette Ouais, symbolique-là? complètement, je pense, mais complètement. Une reprise de contrôle sur son image. Et puis d'ailleurs, quand je sortais de la salle de bain à l'époque, je disais, ça y est, je suis de retour. Quand je m'étais apprêtée et coiffée, comme je me sentais bien. Alors j'étais quand même pas la Julie d'avant avec ça, mais c'était un style qui me correspondait plus et que j'assumais beaucoup plus finalement. Donc oui, Ok, c'était clairement une reprise de contrôle. ok. Et en fait, quand tu portes un turban où il n'y a pas de cheveux qui dépassent, il peut y avoir un petit côté stigmatisant. Il peut y avoir, tu vois, un côté, bon, il n'y a pas de cheveux qui dépassent, quand t'es en chimio, t'as le teint un peu laiteux. Ah, en plus, j'étais jeune et tout, tu vois, j'avais 28 ans. J'avais clairement le poids des regards sur moi et j'avais pas du tout envie qu'on me regarde comme une jeune femme malade. Hmm. J'avais pas envie de faire pitié ou peur, encore pire. Au contraire, moi, dans mon âme, j'étais Xena la guerrière à ce moment-là. Ce cancer, il allait pas m'avoir. J'étais plus forte que ce que je n'ai jamais été dans ma vie, je crois. J'avais une espèce de combativité en moi hallucinante et donc je voulais pas avoir le poids des regards des gens et de la compassion encore moins. Donc du coup, c'est vrai que quand tu portes un turban qui a pas de cheveux qui dépassent, ça peut prêter à confusion. Un jour, je me souviens, j'étais dans ma chambre et j'étais en train de nouer mon turban. Et il faut savoir que j'ai toujours été une contrariée de la frange. C'est-à-dire que j'avais des cheveux longs et j'osais pas couper ma frange. Du coup, j'avais des postiches franges que tu clips sur Ok. la tête dans mes affaires. Faut savoir que je suis fille de coiffeuse, hein. Donc les cheveux, Oui, ça a parce que toujours... j'allais dire, c'est pas un objet que la personne moyenne a dans ses tiroirs en général. Oui. Ça, je parle Bah pour alors moi-même, moi, mais j'ai évolué là-dedans depuis toute petite en fait. J'ai toujours vu ma mère, enfin voilà, la coiffure a fait partie de ma vie depuis que je suis née. J'ai toujours été un peu schizophrène de la coiffure. J'ai beaucoup changé. Ma mère, heureusement, elle a toujours accepté de tout me faire sous prétexte que il faut que jeunesse se fasse. Quand je vois des photos de moi avec les cheveux bleus, je me dis bon maman quand même, c'était sacrément laxiste. Je suis pas sûre d'être ok comme ça pour ma fille, mais bon, puisque tu me l'autorisais pour moi, peut-être que je l'autoriserai pour elle. Et donc, c'est vrai que j'avais ces franges à clips dans mes affaires. Et j'étais avec elle, d'ailleurs j'étais avec ma mère à ce moment-là. Et je noue mon turban et je vois de mon tiroir dépasser une mèche. Et je dis, ah putain, c'est vrai que j'ai ça et tout. Et je le sors de mon tiroir, je le glisse sur mon turban et je serre hyper fort le nœud pour être sûr que le truc tombe pas, quoi. hmm. Et je dis, oh là là, mais ça change tout d'avoir des cheveux qui dépassent du turban, mais ça change absolument tout. C'était des cheveux Mais naturels, ces non, pas mèches-là? du tout. Non? C'était du cheveu synthétique, sur si peu de surface finalement, même quand tu clips sur du cheveu naturel, ça se voit pas du tout, sauf si t'es puriste et Ok. que tu repères comme moi les postiches et les perruques à 10 kilomètres. Mais sinon, pour le commun des personnes, ça se remarque pas. Et en fait, je dis ok, c'est super, mais bon, je peux pas nouer un turban comme ça, comme une tarée. Hyper fort sur ma tête, je vais avoir trop mal à la tête. Il faut que je trouve un système pour que ce postiche, en gros, il tienne sur ma tête, il n'y a plus de cheveux. Hmm. Et là est né en fait le premier prototype des frangines. Donc ma mère m'a aidé à développer un système. Donc, c'est un système de diadème en silicone souple, tu vois, qui se pose comme ça, qui fait pas mal à la tête. Tu le poses, t'ajustes d'avant en arrière ta frange parce qu'il n'y a pas besoin de la recouper ni rien. Et tu peux enlever ce diadème quand tes cheveux repoussent, comme ça tu peux venir clipper sur ta repousse et pouvoir gérer, parce que la repousse c'est encore autre chose plus tard. Ouais. Et ça te permet de pouvoir gérer ta coiffure tout au long de cette période-là et de te sentir surtout bien avec toi-même. Il y a des personnes qui sont très bien sans rien sur la tête et c'est ok en fait, tu vois. Tant que t'es bien, tant que tu te sens bien et que tu t'en fous du regard des autres ou qu'en tout cas toi tu te sens bien, c'est le plus important. Moi je Hmm. sais que j'ai pas réussi. Le pari de sortir tête nue, j'ai essayé une fois. Je me suis fait sauter dessus par une dame qui s'est sentie agressée. Après, je connaissais pas son histoire. Je pense que la maladie, ça fait peur. Elle s'est sentie agressée, attends, comment ça?
Oui, oui, bah en fait, j'étais à la pharmacie et en fait, il faisait genre, moi j'ai eu mon cancer, je suis tombée malade en mars, les traitements commençaient en avril, donc mai, juin, juillet, enfin tu vois, j'ai passé l'été, tout un été très malade. Mhm, Et en plein mois de juillet, je vis dans le sud de la France, il faisait 35 degrés. J'avais juste un médicament de soins de support à aller récupérer à la pharmacie en bas de chez moi. J'ai pas mis de turban, j'ai rien mis, je suis descendue chauve. mhm. Voilà. Et j'arrive à la pharmacie, il y a une dame qui m'a agressée, quoi, et en me disant, mais enfin, vous voyez pas que vous faites peur aux enfants, vous pouvez pas mettre un turban sur la tête. Et à l'époque, bon, bah, j'ai très mal réagi parce que tout m'agressait, en fait. Ouais. Depuis 10 ans, j'ai fait beaucoup de chemin sur tout ça. Donc, j'ai très mal réagi. Et bon, après, en même temps, tout le monde était offusqué autour et tout le monde a mal réagi envers cette dame. Mais du coup, c'est vrai que ça m'a conforté dans l'idée que c'était un peu violent de sortir chauve. Et du coup, suite à ça, j'ai jamais plus réussi. À vrai dire, j'ai même plus essayé. Ça avait été Ok. trop violent, cette réaction. Tu Mais disais que encore une tout. fois, j'étais Ouais. pas, j'étais pas dans les sentiments de cette dame. Et je sais pas ce qu'elle avait vécu ni ce qu'elle avait traversé. Tu vois, peut-être que Mhm. ça l'a renvoyée à ses propres peurs et qu'il fallait juste dire, écoutez, madame, je prends mon médicament, je m'en vais, et puis voilà, et pas s'énerver. Parce que des fois, de s'énerver, Tu, ça fait tu es, plus mal tu, à soi, tu, hein. tu es bien tolérante. Oui, Ok. pas tous les jours. Ok. Pourquoi est-ce Malgré que tout d'être humain. agressait? Tu disais que tout agressait. Pourquoi est-ce que tout agressait à l'époque? Moi, j'étais en colère contre le monde entier. J'avais 28 ans. Euh, je sais pas, tu vois, j'ai pris une météorite dans la tête, quoi. Ouais. Ça m'est tombé dessus. À l'époque, il y a 10 ans, les cancers chez les jeunes étaient beaucoup plus rares que ce qu'ils peuvent l'être malheureusement 10 ans plus tard. Ok. J'étais, on va dire, quand j'allais en salle de chimio, j'étais la seule jeune de Hmm. moins de 40 ans en tout cas. Après, donc c'est vrai que j'étais en colère. Je me disais, mais comment ça? Il y a jamais eu de cancer dans ma famille. Je suis le premier cancer. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi la dette de karma que je dois racheter là? Enfin, vraiment, on est là. C'est complètement nul, mais on cherche le pourquoi et on s'épuise à chercher la réponse à ce pourquoi. En vrai, tu l'as pas. Les causes, elles peuvent être complètement diverses. Elles sont souvent très environnementales, à vrai dire. Euh, voilà, moi, il n'est pas génétique, mon cancer, et pourtant, il était d'une violence inouïe. On ne sait pas d'où il est arrivé. Ok. Aujourd'hui, il y a des bébés qui naissent avec des cancers. Tu vois, donc là, là aussi, tu te dis, mais quoi, en fait? Donc, c'est vrai que t'es en colère. Clairement, t'es en colère. Qu'est-ce qui t'a aidé à la dépasser? Puisqu'aujourd'hui, tu as l'air d'être sur une autre, vraiment, sur une autre fréquence, on va dire. Ouais. Est-ce que cette colère-là, est-ce que tu as réussi à la dépasser en étant malade, justement, ou est-ce que tu l'as dépassée une fois que tu as guéri? Alors, non, je ne l'ai pas dépassé quand j'étais malade. Quand j'étais malade, tout le long, j'ai été en colère. Par contre, j'ai eu un suivi psychologique du moment où je suis tombée malade jusqu'à même bien après, parce que je pense que on ne sort pas indemne d'un tel chemin, à vrai dire. On a tous des traumatismes dans la vie. Et quand, à la fin de ma maladie, j'étais clairement en syndrome post-traumatique aussi. Mais vraiment. C'est vrai que souvent on me reproche, parce que dans mon parcours d'entrepreneur, j'ai eu aussi la chance d'écrire un livre qui s'appelle À mes sœurs de combat. Et souvent on me reproche d'employer le champ lexical de la guerre quand je parle de mon histoire. Mais personnellement, et ça m'est propre et très personnel, j'ai vécu ça comme une guerre. Mais Mhm. vraiment, comme une guerre, et encore pire, une guerre contre moi-même. C'est-à-dire contre quelque chose à l'intérieur de moi que je ne pouvais pas maîtriser. Et je peux t'avouer que les traitements qu'on t'envoie dans le corps, bah, c'est violent. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on mettait dans les gaz moutardes à l'époque. Tout ce qui est qui vient des conifères, le tamoxifène, pas du tout le taxol, le taxotère, pas le tamoxifène, rien à voir, mais le taxotère, un des traitements que j'ai reçus, en fait, dedans, c'était du sapin, quoi. Et c'est ce qu'on mettait à l'époque dans les gaz moutardes. Donc, clairement, moi, je l'ai vécu comme ça. Maintenant, s'il y a d'autres personnes qui le vivent différemment, c'est OK. Moi, perso, je juge personne sur comment il vit sa maladie. Moi, je l'ai vécu comme une guerre. Et d'ailleurs, quand je suis sortie de cette guerre, ça a été difficile parce que j'avais l'impression que j'étais encore en guenille, que je saignais. Et en fait, les gens faisaient comme si de rien n'était. Ok.
Et ça, c'était dur en fait, parce que je savais pas comment me comporter. Et je pense que c'était juste de la maladresse. C'est vrai que c'est pas évident de trouver les mots justes, de savoir comment se comporter face à quelqu'un que t'as pas vu depuis 2 ans, parce que j'ai été en arrêt maladie pendant 2 ans. Et en fait, il n'y a pas d'école pour ça. Il y a personne qui t'apprend. Enfin, il y avait à l'époque. Maintenant, il y a, en tout cas pour les entreprises, il y a des associations comme Cancer at Work qui t'apprennent en fait à réintégrer un collaborateur qui revient d'une très grave maladie. Hmm. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Et c'est pour ça que vraiment, j'ai vécu ça comme une guerre et je dis mes sœurs de combat parce que bah, je les vois mener les mêmes combats que moi, quoi. Bon, ici, tu es sur Spartacus, donc nous, on va pas te juger pour avoir pour adopter le champ lexical de la guerre et du combat. T'inquiète, t'es à la bonne adresse. Tu peux te lâcher. Euh, tu dis que voilà, tu l'as vécu comme une guerre. Qu'est-ce qui t'a aidé à passer cette période? Que ce soit, alors quand je dis passer cette période, soit quand tu as été malade ou même après, puisque tu disais que tu l'as vécu un peu comme un syndrome de stress post-traumatique. Ouais. Comment est-ce que tu as dépassé tout ça? Parce que Alors, il là, y a eu ça a l'air plusieurs. d'aller, globalement. Oui, Enfin, je sais pas si oui. c'est une impression, mais en tout cas, l'impression est que ça a l'air d'aller. En fait, clairement, comme j'ai dit, il y a eu plusieurs choses. Donc déjà, le suivi psychologique. Ok. Ensuite, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de projets. Je suis comme un âne. J'ai besoin d'une carotte pour avancer. C'est terrible. C'est comme ça. Et surtout quand ça va pas, et ça c'est quelque chose, c'est un héritage que j'ai et je me suis construite comme ça et aujourd'hui ça me pose des problèmes dans ma vie d'ailleurs d'être comme ça, c'est que quand ça va pas, je me réfugie dans le travail. Donc je suis workaholic Ok. et le drame pendant cette période de chimiothérapie qui a duré longtemps, 18 mois, c'est que tu peux pas travailler. T'as pas le jus? Enfin, t'as pas le jus du tout. Donc, qu'est-ce que j'essaie de trouver d'autres choses? Parce que moi, à l'époque, j'étais juriste en droit immobilier. En fait, je gérais le patrimoine institutionnel français, comme le 1% patronal, tout ça, et Mhm. quelques gros patrimoines privés. À 25 ans, j'étais cadre, j'avais une équipe de 8 personnes, j'avais acheté mon appart, j'étais en couple depuis 7 ans. Enfin, tu vois, voilà. Tu cochais Enfin, toutes les cases? ah ouais, j'étais dans un carré parfait avec des angles droits nickel, mais voilà. Il a fallu qu'un cancer arrive pour que je mette un coup de pied dans tout ça. Et en fait, je savais que je ferais pas ce métier toute ma vie parce que moi, je suis une artiste contrariée aussi, en plus d'être contrariée de la frange depuis toujours. Mais je savais pas à quel moment je changerais. J'ai fait droit parce que mes parents s'inquiétaient de me voir devenir tatoueuse. D'ailleurs, si je te montre mon bras, voilà, Ah, même pas mes mal. jambes, tu Bah, attends, faut voir, comprendrais. on n'a pas eu le temps de voir. Ah Faut voir. non, bah c'est que le bras. Enfin, voilà. Ah oui, j'avoue que c'est Ça déjà monte pas jusque mal. là et après j'ai les deux jambes en entier. Enfin, ça fait partie. On en parlera après de la réappropriation de mon corps. Parce qu'à l'époque, quand j'étais juriste, je pouvais pas me faire tatouer comme ça, c'était pas possible, c'était mal vu. Il y a 10 ans, les mentalités, c'était pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, dans ces métiers-là, c'est toujours pas très bien vu. Et donc, tout ça pour te dire que je pouvais pas travailler. Je pouvais pas me réfugier dans le travail. Du coup, j'ai essayé de trouver plein de choses d'autres à faire. Et comme j'étais narcisse contrariée, je me suis réinscrite à l'école d'art. Ok. Je me suis dit, OK, je peux pas travailler, mais je vais faire tout ce dont j'ai pas encore eu le temps de faire ou que j'aurais aimé faire dans ma vie. Parce qu'en fait, je sais pas si je vais me sortir de toute cette histoire. Au départ, on savait pas, hein. J'avais quelque chose de très violent. Voilà, Et est-ce qu'il y a un moment où effectivement tu t'es dit, c'était la question que j'allais te poser, tu t'es dit, bon bah je sais pas, il se peut qu'il me reste 3 mois, il se peut qu'il me reste 6 mois. en fait, bien sûr, quand je suis tombée malade et qu'on m'a dit le traitement initial fonctionne pas, il faut qu'on vous passe dans un essai clinique, j'ai posé la question clairement à mon oncologue. Ouais. Je lui ai dit, OK, vous pensez qu'il me reste quelques mois à vivre? Dans ces cas-là, j'aimerais le savoir parce que j'ai plein de choses à faire, quoi. Hmm. Et il m'a dit, écoutez, non, je pense qu'il vous reste de belles années à vivre. Et il avait raison. Je pense que c'est pas pour rien qu'il est oncologue. Ouais. Il m'a dit, voilà, l'essai clinique dans lequel je veux vous mettre, c'est un essai clinique de produits qui marchent outre-Atlantique depuis 10 ans, qu'on a mis des années à importer en France, mais qui fonctionne et on sait que ça fonctionne. Donc Ouais. j'étais pas, je savais que je recevais les produits,
que j'étais pas sûre du placebo en tout cas. Seulement, c'était un essai clinique qui était en fin de recrutement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les traitements que reçoivent les personnes qui ont le même type de cancer que moi, cancer du sein que j'avais, parce qu'il y a plein de types de cancer du sein différents. Moi, j'avais un HER2 positif, reçoivent le traitement dont j'ai fait l'essai, en fait. Ok. Tellement qu'il a été concluant à un produit près, le Taxotere qui est devenu le Taxol, parce que le Taxotere était beaucoup trop violent. Et J'en ai fait les donc, frais d'ailleurs. par rapport à ton collègue, lui, il t'a dit ça, tu l'as cru? Ben, en fait, oui. Ben, qu'est-ce que tu veux faire dans ces cas-là? Bah, ne pas le croire. Bah, je sais pas, t'aurais pu te dire, ouais, il dit ça pour me rassurer, mais en fait, il me reste 4 mois. Enfin, je sais pas, j'extrapole, hein, mais je me dis, Non, je tous les pense trucs qui peuvent te passer par la tête à ce moment-là, quoi. franchement, je pense qu'il me l'aurait dit. Parce qu'en plus, il m'a dit, si c'était pas le cas, je vous le dirais. Ok. Et je pense que les mecs, ils disent tellement tous les jours des mauvaises nouvelles qu'ils sont plus de mauvaises nouvelles près. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Et ils sont tellement, alors c'est pas facile pour eux d'un point de vue psychologique, mais ils sont tellement blindés, quoi, que, enfin, j'avais aucun doute là-dessus. Par contre, quand j'ai lu les effets secondaires de l'essai clinique, je l'ai appelé, je lui ai dit, vous êtes fou, je prends pas ce produit. C'est mort. Hmm. Et parce que bon, en effet secondaire, il y avait quand même écrit la mort, hein, Bah, il tu faut vois. jamais lire les effets secondaires. Voilà. Et Et comme il encore m'a dit, moins, et à mon avis, encore moins de ce genre de traitement-là. Déjà, dans un Doliprane, il vaut mieux pas les lire. Alors, dans ce genre de truc, oui, oui, mais tu j'imagine que vois, c'est des chaud. formations professionnelles, j'étais juriste, j'ai un papier joli, quoi. Ouais. Et, euh, et en fait, il me dit, écoutez, Julie, sachez que tous les effets secondaires il y avait 2 pages d'effets secondaires. Enfin, j'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. Mais 2 pages A4. Et je lui dis, et il me dit, Julie, faites-moi confiance. Sachez qu'en fait, tous les effets secondaires qui sont notés sont des effets qu'on a été obligé de reporter dans le cadre de l'essai clinique. Ça ne veut pas dire que vous les aurez. Hmm. Vous pourrez peut-être en avoir 1 ou 2 ou 3, mais vous les aurez pas tous, c'est sûr. Et peut-être vous en aurez pas du tout. T'as pas C'est eu la juste que mort, en tout nous, cas. non, j'ai pas eu la mort. Je l'ai frôlé 2 fois, mais je l'ai pas eu. Enfin, elle C'est-à-dire? m'a pas eu. Bah, c'est-à-dire que j'ai fait 2 fois de la chambre stérile parce qu'en fait le traitement a eu raison de tous mes défenses immunitaires. Ok. J'étais dans ce qu'on appelle, j'ai fait 2 neutropénies fébriles. J'avais plus du tout de globules blancs. Mon corps pouvait plus se battre et le moindre chose qui pouvait passer dans l'air pouvait m'infecter et mon corps n'était plus capable de se battre. Et donc, à cause de ça, j'ai été infectée une première fois, j'ai failli mourir. Là, j'ai vraiment eu peur, là, pour le coup. Quand tu es dans une pièce où tout le monde t'est habillé en papier, tout le monde vient te voir habillé en cosmonaute, que tu as une espèce de seringue automatique qui a un liquide vert fluo comme celui de Clark Kent dans Superman, là, tu dis, ok, ça pue, quoi. Tu vois, vraiment, là, je regardais dehors et je me disais, bon, si l'année prochaine, en juillet 2016, t'es encore là, tu vas faire une Java de l'enfer, quoi. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Ah, Mais on va y revenir. on va y venir. Non, mais parce que voilà, là, c'était dur, mais c'est vrai que quand je réfléchis à tout ce que j'ai traversé, c'est clair que ça n'a pas été de tout repos, clairement. Tu es resté combien de temps dans cette chambre-là? J'ai fait 2 fois 15 jours. Ah oui, donc c'est long. Oui, c'est long, ouais. C'est long. Les Et journées sont justement, très longues. ouais, parce que j'imagine que bah là, tu peux strictement rien faire, quoi. Tu peux rien faire. T'as même pas le droit de lire un livre parce qu'il pourrait y avoir des microbes sur les livres. En fait, Ah tu putain. peux prendre que des trucs qui peuvent désinfecter. Du coup, bon, j'avais mon téléphone. Donc ça, c'était facile à désinfecter. Un ordinateur, c'est facile à désinfecter. Mais de toute façon, t'es tellement fatigué. J'avoue que je faisais que dormir et je regardais Malcolm. Ok. Voilà. Est-ce que justement pendant ces périodes-là où tu t'es vu proche d'y passer, est-ce que là il y a eu des réflexions particulières où tu te dis bah tiens si je m'en sors comme ci ou alors si je m'en sors pas je vais avoir tel regret. Est-ce qu'il y a eu des réflexions de cet ordre? Pas du tout. Franchement, je crois que là, je pensais qu'à une chose, c'était m'en sortir. Je pensais pas à qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. Vraiment, c'est pas quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Par contre, une chose est sûre, c'est que je me suis dit, bon, une fois que je sors de tout ça, je vais arrêter de vivre la vie qu'on a rêvée pour moi et je vais vivre la vie que moi j'ai décidée parce que en fait, c'est pas des conneries quand on te dit que tout peut basculer du jour au lendemain. Quand tu dis la vie qu'on avait décidé pour toi, c'était les études, le Ouais, chien-chien, tout ça. Enfin, ouais.
En fait, alors attention, on est toujours maître de ses choix, mais parfois on a une voie qui se trace et on l'a pas vraiment choisie, on s'en est pas rendu compte qu'on l'avait pas choisie. Tu vois ce que je veux dire? On s'est juste Mhm. mis dans le moule Je vois très bien. pour faire plaisir à. Genre, tu vois, moi, j'avais des facilités à l'école, mais parce qu'en fait, j'ai eu une vie familiale très compliquée, avec un père violent, tu vois, qui battait ma mère, qui m'emmenait chez ses maîtresses, enfin, qui m'a fait vivre l'enfer. Et du coup, pour pallier à tout ça, je me réfugiais dans l'école à fond. Du coup, je travaillais. Et donc, oui, c'est pas que j'avais des facilités à l'école, c'est qu'en fait, la façon de me sortir de la merde, c'était Mhm. de travailler à l'école, tu vois. Et donc, j'ai gardé ça dans ma vie après. Et c'est vrai que j'ai toujours fait en sorte de ne pas causer de soucis à ma mère, qui en avait déjà tellement sué dans sa vie, que je voulais être la fille parfaite dont elle n'avait pas à se soucier. Et donc, je travaillais bien. Et c'est elle qui me disait, parce que moi, je voulais être une artiste. En fait, je suis née en sachant dessiner. Ok. J'aurais trop aimé, en fait, faire de cet art-là. Et ma mère me disait, tu sais, Julie, il faut être quand même réaliste. Des artistes, il n'en sort pas beaucoup du chapeau. C'est pas facile de percer et tout. Assure-toi un métier, dessine pour le plaisir, mais assure-toi un métier et tout. Et moi, je voulais pas. Bon, ma mère était coiffeuse, devenue aide-soignante. Ensuite, elle a quitté mon père. Ça a été compliqué. Pour te dire, on bouffait au secours populaire. C'était pas, franchement pas simple. Ok. Et ensuite, elle a rencontré mon beau-père qui était brancardier parce qu'elle a eu une opération. Elle l'a rencontré dans le cadre de cette opération avec qui elle est depuis 30 ans. Et en fait, c'est des gens qui sont très très modestes, tu vois, Mhm. qui vivent en HLM, voilà. Et ils ont toujours rêvé que j'ai une vie beaucoup plus clémente que la leur, où en fait ils ont toujours compté à la fin du mois. Mhm. Et donc ils me poussaient dans une voie en me disant Julie, t'es une bosseuse et tout, faut que tu te fasses une place au soleil, faut pas que tu fasses comme nous, que tu galères dans ta vie, patati patata. Le problème c'est que quand tu travailles comme ça à l'école de ouf et tout, et que en fait tu te sens capable de tout faire. Mais quand tu te sens capable de tout faire et que t'as pas de réelle passion, tu peux aussi ne rien faire. Mhm. Et donc, j'ai fait un bac scientifique. Après ce bac scientifique, ben, je suis partie en océanologie. Finalement, en océanologie, je me disais, OK, mais moi, je veux pas être chercheur parce que je suis quelqu'un de trop terre à terre. Enfin, tu vois, j'ai pas mal bourlingué finalement jusqu'à finir en droit. Ok. Et pourquoi? Parce qu'aussi, ben, mes parents n'avaient pas les moyens de me payer des grandes études. Ils pouvaient pas ni me payer un appart, ni une école, ni rien du tout. Donc il fallait que je fasse voilà, quelque chose qui soit pas non plus trop, qui demande trop d'investissement personnel parce qu'il fallait que je bosse à côté. Donc je bossais les week-ends. Donc la chose la plus simple qui m'est arrivée, c'est en fait, j'ai fait un BTS profession immobilière en alternance. Comme je suis sortie major de promo, j'ai pu rentrer en licence de droit. Et ensuite, j'ai fait mon master 1 et mon master 2 en cours du soir et je bossais comme assistante la journée. Ok. Donc c'est comme ça que je suis allée jusqu'à mon bac plus 5 et que je suis devenue juriste en droit immobilier. Et ensuite, j'ai été embauchée, voilà, par le cabinet où j'étais assistante. Et après, je suis devenue gestionnaire et puis ensuite directrice de gestion. Et puis voilà quoi. Et la route s'est tracée comme ça. Alors, je comprends qu'il n'y a pas d'entrepreneur dans ton entourage. Non, Aucun. non. Enfin, si, si, mon père. Ok. Mais, enfin, il a planté toutes ses boîtes. Tu vois, il y avait des bars tabac. Ok. Et il les a tous plantés. Donc, parce que mon père était malade du jeu. Ok. Donc, Ah, ok. Donc un contre-exemple, quoi. ouais, complètement, il y a quand même un contre-exemple. Et ma plus grande peur, c'est de lui ressembler. Qui peut être Ma plus... un chouette moteur. Ah oui, oui, clairement, c'est carrément un moteur, ouais. Carrément un moteur, mais c'est quelque chose qui me terrifie, en fait. Moi, si demain je monte ma boîte, j'aurais l'impression de pas valoir mieux que lui, quoi, tu vois. Hmm. Et ouais, ouais, non, ça, vraiment, pour le coup... Donc, si, mon père, mes grands-parents étaient entrepreneurs, ils ont toujours eu des affaires. Mon père, donc, a eu des bars tabac. Il a pas eu que ça, il était pro à l'OM aussi, mais ça aussi, il l'a loupé. Ok. Enfin, voilà quoi. Mais par contre, ma mère a divorcé, j'avais 6 ans. Mon beau-père et ma mère, pas du tout. Ça a plutôt eux, on va dire, été la figure qui a fait que dans laquelle j'ai grandi, parce que mon père, finalement, je l'ai très peu vu. Ok. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que j'ai plus une seule nouvelle depuis que j'ai eu mon cancer, donc Ah oui, en effet. Ok. ah oui, oui, bah en fait, ça aussi, ça fait partie des stigmates qui parfois peuvent arriver, c'est que des fois, tu perds des gens sur la route que tu n'aurais pas pensé du tout.
Mhm. malgré tout, tu vois. Même dans ta propre famille, moi, mon propre père, je pense qu'il a pas géré ses peurs. Et en fait, du jour au lendemain, plus de nouvelles, et ça fait 10 ans que ça dure. Ah ouais, ok. Ouais. J'ai plein de questions. Est-ce qu'on peut revenir au concept de la Java de l'enfer? Oui. Un an après, est-ce qu'il y a eu un moment où on t'a dit, ok, tu es guéri, ou c'était un processus et à un moment donné, tu étais sûr de t'en être sorti? Comment ce processus de sortie de la maladie s'est passé en quelques mots? En fait, donc j'ai eu toute l'année 2015 avec des très gros traitements très lourds. Et donc, comme je te disais, je me suis remis à l'école d'art, je me suis beaucoup remise au dessin et tout, ça m'a fait du bien. Et c'est là que, pendant ce processus créatif, m'est venue l'idée des frangines, tout ça. Et là, paf, j'ai eu l'idée du projet et ce projet m'a tenue et m'a tirée vers le haut jusqu'à la fin. Je termine mes traitements en juillet 2016, donc 18 mois après l'annonce. Hmm. Euh, et là, en fait, je décide de reprendre ma vie en main. Je savais pas si j'étais encore en arrêt maladie. Je savais pas si j'allais reprendre mon travail. Euh, Par contre, je savais que je voulais pas la même vie qu'avant. Donc bon, je me suis séparée de mon conjoint. On a mis en vente l'appartement, tout ça. Et j'ai dit à mes parents, enfin à ma mère, je dis écoute maman, j'ai un projet entrepreneurial. Je vais essayer de le monter parce que je pense qu'il a beaucoup de sens et j'aimerais créer les frangines en fait, ces franges, ces turbans et tout, parce que je pense que je suis pas la seule à peut-être pas m'être reconnue avec ma perruque. En tout cas, c'est quelque chose qui peut être complémentaire à la perruque, ça peut beaucoup aider et tout, ça a du sens de faire ça. Et de toute cette histoire, j'aimerais qu'il en ressorte quelque chose de positif quand même. Parce qu'il y Ok. a des stigmates invisibles qui existent et dont on ne parle pas. C'est bon, bah, cette histoire où tu peux pas emprunter, et puis aussi le fait qu'un jour on te dit que tu as plus de chances de gagner au loto que de tomber enceinte naturellement. Et ça, c'est des stigmates dont on ne parle pas, mais c'est la vérité. Et quand tu Plus de as eu chances un de gagner cancer, que de tomber que de enceinte tomber après avoir enceinte. été Mm. malade. Après Après avoir avoir été. été malade à Ouais, cause j'avais des pas compris. traitements, tout à Hmm. fait. En fait, ça fait partie des stigmates qui sont là et tu te dis, ok, j'ai pas choisi la maladie, j'aurais quand même pu aimer choisir le reste de ma vie, c'est-à-dire entreprendre ou pas, mais pour ça, bah, il faut que les banques suivent. Quand elles suivent pas, relou. Mhm. Enfin, devenir propriétaire et pas que locataire. Mais bon, toujours soumis à cette histoire de prêt. Devenir maman ou pas. Ouais. Et en fait, tout ça, la maladie est en train de me l'enlever. Au-delà de m'avoir enlevé des aspects physiques de mon corps, mes cheveux, la moitié d'un sein, enfin, voilà, à 27 Mhm. ans. Ouais. Donc tu comprends la colère qu'en fait tu peux avoir, parce que même quand tu t'apaises, d'un coup tu te rends compte d'un truc qui va te refaire monter la colère. Voilà. Hmm. Et c'est en ça que c'est hyper important d'être suivi, parce que c'est impossible, ou alors faut être un sage, faut être maître Yoda pour pouvoir s'en sortir tout seul, sans colère, sans amertume, sans, enfin vraiment, je n'ai jamais rencontré personne qui a pu en fait faire un cheminement comme moi j'ai pu le faire tout seul, quoi. C'est hyper dur. Et donc c'est vrai que cet été-là, ben, quand je suis rentrée en rémission, ben, j'ai été de tous les festivals du sud de la France. J'ai vécu, quoi. J'ai Ok. vécu. Puis d'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré mon mari. Enfin, celui qui deviendra mon mari après. Ok. Quand on s'est rencontrés, j'avais 1 centimètre de cheveux sur la tête. Je t'avoue que je pensais pas que cet été-là que j'allais rencontrer l'homme de ma vie. Ouais. Mais comme quoi, tu vois, il m'a dit, moi, j'ai vu que ton sourire et tes dents. Comme J'ai pas c'est vu les mignon. cheveux. Donc oui, après la maladie, ben, on me dit, c'était début juillet, donc je fais ma dernière chimio tout début juillet 2016. Et après ça, mon oncologue me dit, bon ben voilà, désormais, vous rentrez en rémission. Mais le Ok. mot rémission, alors on m'avait prévenu, on m'avait dit, tu verras à l'après, c'est super dur. Et en fait, je comprenais pas pourquoi on me disait ça, parce que j'étais là, ouais, mais moi, je rêve d'être dans l'après. Pourquoi vous me dites ça? Je suis en plein dedans. Je rêve que ça, c'est d'être dans l'après. Et c'est vrai que l'après est difficile. Parce que quand tu rentres en rémission, le mot rémission, ça veut dire en gros stand-by. Hmm. C'est-à-dire que pour l'instant, la maladie, elle est partie, mais on espère qu'elle reviendra pas. Et on lui laisse 5 ans pour te déclarer guérie, c'est-à-dire sans qu'elle revienne.
Ok. Et donc pendant 5 ans, tu penses qu'à ça. Tu Ah penses ouais. que à la maladie. Tout le temps, du matin au soir, du soir au matin. Dès que tu tousses, tu te dis pas j'ai chopé un rhume. Tu te dis merde, il y a une métastase. Je Ok. récidive. Horrible. Donc si t'es pas accompagné, c'est dur. Et c'est dur aussi pour ton entourage. Parce que quand t'es malade, les êtres humains restent des animaux profondément, hein. Donc quand t'es malade, t'es comme un animal blessé. Et un animal blessé, qu'est-ce qu'il est? Ben, il est un peu agressif, quoi. Hmm. Souvent. Il se terre, il se cache, il est agressif. Et ça, c'est ce que je dis souvent aux accompagnants aujourd'hui. C'est, vous savez, vous accompagnez quelqu'un de malade, il risque d'avoir des humeurs qui changent, il risque parfois d'être très désagréable, mais c'est pas lui, c'est parce qu'il est blessé et que du coup c'est sa façon de réagir et c'est normal en fait, c'est au plus profond de nous ça. C'est dans notre instinct. Ok. Donc donc du coup moi j'ai continué en fait ma thérapie pour l'après parce que l'après a pas été évident à gérer puisque ton oncologue tu le voyais. Moi, j'avais une chimio toutes les 3 semaines et ensuite, c'était toutes les 3 semaines, tout le long pendant 18 mois, pardon. Donc, toutes les 3 semaines, je voyais un oncologue et entre les deux, j'avais quand même une visite au centre anti-cancer pour savoir si tout allait bien, tout ça. Donc, en fait, t'es ultra coucouné. Et d'un Ouais. coup, quand on te lâche le mot rémission, t'es lâché dans la nature. Ok. Et du coup, ça mouline beaucoup dans ta tête. Et c'est vrai que si tu peux pas te décharger un peu psychologiquement auprès d'un professionnel, bah, c'est pas évident, quoi. Ouais. Tu peux devenir un peu fou. Que Voilà. professionnel psychologue? Ouais, bien sûr. Ouais. Ok. Psychologue, psychiatre, ce dont tu as besoin, hein. Moi, c'était une psychologue qui me suivait. Mhm. Ok. Et voilà. Et donc, tu as lancé l'entreprise en 2016, Ouais, en octobre 2016. octobre 2016, et donc financement participatif. Et Oui, ça a été quoi comment tu t'y es pris? Parce qu'il y a pas mal. Alors, j'ai aussi des questions, des remarques, des choses par rapport à ce sujet-là. C'est que moi, j'accompagne pas mal de gens à se lancer, notamment dans l'immobilier. Et ouais. il y en a pas mal qui me disent ah mais je veux pas aller chercher une affaire, je veux pas monter un truc, monter une opération tant que je ne sais pas si j'ai des chances de me faire financer. Or, j'essaie moi toujours de leur expliquer non non les amis, c'est pas comme ça que ça marche. Dites d'abord vous lancez le truc, vous lancez le prototype, vous lancez le bazar, et quand vous avez quelque chose à me montrer, alors vous allez chercher les fonds. Et toi, comment est-ce que tu as articulé un petit peu ton lancement? Ça a été quoi, je sais pas, le premier truc que tu as vendu, en fait, la première fois où tu as vendu un produit, est-ce que tu t'en rappelles? Alors en fait, moi, ça s'est articulé sur plusieurs niveaux, encore une fois. C'est que d'abord, quand j'ai développé le produit, j'ai regardé s'il n'existait pas ailleurs dans le monde. Parce que des fois, tu peux avoir une idée, mais elle existe ailleurs. Mhm. Et c'était pas le cas. Donc la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai déposé. J'ai déposé mon dessin à modèle, mon brevet. Ça, c'était une grosse connerie d'ailleurs, le brevet là-dessus. On Pourquoi? pourrait y revenir. Bon, parce qu'en fait, tu délivres. Est-ce qu'on peut parler de technologie? Je sais pas. Mais tu délivres la recette de ton objet, Mhm. donc que tu peux lire et trouver, pour qu'en fait des gens puissent faire la même chose, mais différemment. Ok. Parce qu'en fait, ils savent comment c'est fait ton truc, Mhm. puisque c'est écrit sur ton brevet. Et donc, Ouais. si toi derrière, t'as pas les moyens d'attaquer, ou l'énergie ou les moyens financiers d'attaquer la personne qui te copie, bah, en gros, le brevet, mis à part si tu as des investisseurs ou quoi et qui veulent acheter des choses inactives, bah voilà. Mais sinon, franchement, moi, j'aurais mieux fait de capitaliser sur ma communication, mon histoire et des choses qu'on peut pas copier que sur un produit copiable, Ouais. finalement. Ouais. Donc, ça, si c'est un conseil, c'est de voir déjà toujours se faire entourer par des avocats. Il faut pas lésigner sur des frais juridiques au démarrage d'un projet qu'on a inventé, on va dire. C'est pas des frais dont il faut faire l'impasse, en gros, pour avoir le meilleur conseil possible. Et ensuite, bon moi, on a déposé des dessins et modèles qui assurent quand même une protection et qui est quand même beaucoup moins cher qu'un brevet. Mais tout ça, voilà, il y a qu'un avocat qui peut t'accompagner sur ça. Donc d'abord, j'ai fait ça. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je suis allée rencontrer une association qui s'appelle la BGE,
qui est une association en fait qui aide les entrepreneurs à se lancer. Parce que clairement, je trouve que on ne naît pas entrepreneur, Mm. on le devient. Dans ma vie, j'aurais jamais cru entreprendre si j'avais pas eu rencontré, si j'avais pas fait cette rencontre du troisième type avec un cancer, je pense pas que j'aurais entrepris en vrai. Parce que déjà, c'était pas dans ma enfin dans mes envies, ni dans ma culture, dans ma famille et tout. Et pas, à part, je me suis dit, bon, mon père, mais bon, je sais pas, j'avais pas cette culture d'entrepreneur. Ouais. Euh, et c'était pour moi réservé aussi à une élite que j'étais pas. Euh, et ou alors à des gens un peu fous, quoi. Parce que finalement, quand t'es entrepreneur, t'as zéro sécurité de l'emploi, ni rien. Et faut que tu fasses vraiment, que tu gagnes ton beurre, que tu fasses ton chiffre, quoi. Si tu veux te Mm. sortir un salaire, sinon, il va pas tomber, quoi. Ouais. Donc c'est quand même assez risqué d'être entrepreneur. Mais là, j'avais plus peur de rien, mis à part que la maladie revienne. Donc du coup, comme j'ai dit à ma mère à l'époque, ma mère elle m'a dit mais t'es sûre Julie, t'as quand même un bon job. Quand j'ai décidé d'arrêter mon travail de juriste, mais t'as quand même un bon job, t'es cadre, t'as une sécurité de l'emploi, t'es apprécié et tout. Réfléchis bien. Et je lui dis écoute maman, tant que j'ai la santé, au pire je pourrais recommencer. Mm. Mais j'ai besoin de faire ce projet. Et c'est quelque chose qui me rendait heureuse. Et donc ça, elle l'a bien compris et elle m'a dit, écoute, tant que ça te rend heureuse, je valide. C'est cool. Donc Bonne attitude. oui, voilà. Elle avait peur pour moi, mais elle savait que quand même, j'étais pas, j'étais quelqu'un qui se lâchait jamais des deux mains. Et je le suis toujours pas d'ailleurs. Voilà. Donc, je rencontre la BGE qui m'aide à faire un business plan parce que j'avais beau être juriste, franchement, un business plan, c'est pas ce que j'apprenais, Mhm. c'est pas ce que j'avais appris. Donc, on m'aide à faire un business plan. Je sais combien j'ai besoin d'argent pour pouvoir monter le projet. Et donc là, je vais à la rencontre des banques et je prends que des murs. Ouais. Et je me dis, bon, Par rapport à ta maladie ou par rapport au ouais, projet dans bon, lequel il ne croit pas? les deux. Parce qu'en fait, tu peux pas benchmarker puisqu'il n'y a pas de produit équivalent. Tu Ouais. peux parler des perruques, mais ils te disent tout, c'est pas pareil, tout ça. Ouais. Euh, et puis, on te le dit pas frontalement, on te dit pas, et puis bon, vous avez eu un cancer. Non. Mais bon, tu sais très bien que voilà. On te Mm. dit, bon, dans votre cas, je pense pas que ça va passer au niveau du financement. Bon, t'as bien compris, quoi. Tu J'ai demandais pas combien à compris tout de l'époque? suite. Je demandais 35 000 euros. Ah ouais, donc en plus, vraiment pas, tu demandais pas 3 millions, quoi. Non, pas du tout. Non, non, non. C'était vraiment même un petit prêt, quoi. J'étais presque à me dire, je vais faire un prêt à la Très conso. conso, ouais, c'est ça. Mais Il y en a qui ont fait ça, mais à ce qui paraît, c'est ce qu'il faut surtout pas faire. ça met quand même le doigt sur une problématique énorme qu'on a en France, qui existe ailleurs, mais là on parle de la France. C'est le problème des petits entre guillemets entrepreneurs à se faire financer un projet, parce que 35 000 balles, ça devrait pas être un sujet quand tu veux Ouais. lancer. Enfin, Mm. c'est une somme que n'importe qui peut rembourser relativement rapidement, et ça devrait pas être un sujet lorsqu'on est emprunté pour un projet entrepreneurial. Quand tu vois que des crédits pour faire des bagnoles à 50 000 Mm. balles, ils en lâchent en veux-tu en voilà, et que quand tu viens Ouais. pour créer quelque chose, on te file pas 35 000, c'est quand même assez révoltant. Mm. La parenthèse est Non, bien sûr. refermée. Après, tu vois, c'est là que on m'a dit, bon, quand j'ai eu, je crois que je suis allée voir 6 banques différentes. Puis d'un moment, j'en avais marre. Et la BGE me dit, vous savez quoi, on va faire un crowdfunding, c'est pas grave. Et moi, je te dis, mais c'est quoi? À l'époque, c'était l'avènement du crowdfunding, c'était pas trop répandu ni connu. Mhm. Donc on me dit, c'est un financement participatif et tout et tout. Et en vrai, tu sais quoi? Je pense que de toute façon, j'ai toujours une bonne étoile et qu'elle a toujours brillé depuis le début de toute cette histoire, au moment même où on m'a annoncé mon cancer. Parce que je pense que ce crowdfunding a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Dans quelle mesure? Parce Qu'est-ce qui te fait dire ça? que, parce qu'en fait, ça m'a permis plusieurs choses. La première, de voir si le sujet, si le projet, si le produit avait un intérêt. Parce Mhm. que bon, moi je le trouvais génial, mais est-ce que les autres allaient le trouver génial? Oui, Tu vois? Donc oui, donc ça déjà, j'ai pu lever ce doute ouais, parce qu'on a eu 1000 contributeurs sur ce crowdfunding qui n'a duré que 45 jours et j'ai réussi à lever 35 000 et des brouettes euros quoi. ok. Bon, j'avais demandé un petit peu moins parce qu'en fait je m'étais dit ok, je lance pas la gamme enfant tout de suite, je la lancerai après. Mais finalement, j'ai eu 35 000 euros, ce qui m'a permis de lancer des produits aussi enfants dès le lancement de la marque.
Et puis la deuxième chose, ça a été que ce crowdfunding, il m'a donné une visibilité de dingue. Mais Bah quand oui. je te dis de dingue, la notoriété de la marque des Frangines, elle n'a existé que grâce au crowdfunding. J'ai eu, je crois, tous les médias, Ah mais ouais. sans exception, à part TF1. Mais sinon, on est passé absolument partout. On était partout. Enfin, les Frangines étaient absolument partout. C'était hallucinant. C'est parti d'un article du 20 minutes et là, ça a explosé, quoi. Et donc cette notoriété, je n'aurais pas pu l'avoir. Et cette visibilité, surtout, je n'aurais pas pu l'avoir si j'étais passée par un simple prêt bancaire. Ouais. Ça aurait été beaucoup plus long, beaucoup plus Oui, dur. c'est sûr. Donc finalement, ce crowdfunding, bah écoute, ça a plutôt été un mal pour un bien. Alors effectivement, c'est énergivore au possible. Ça, c'est 45 jours. Je crois que j'ai dormi une semaine entière après. Et puis tu sais, tu saoules Pourquoi, les gens. pourquoi, qu'est-ce qui s'est, pourquoi? Ah ben parce qu'en fait, déjà, comme tu as de la visibilité, ben, tu es de longue à répondre à des journalistes et au téléphone, à faire des interviews et tout et tout. Aussi, tu dois faire ta communication. Donc moi, tous les jours, j'activais sur les réseaux sociaux, je demandais aux gens de donner et je me disais, bon, c'est bon, hein, c'est qu'une fois dans ta vie, c'est pas grave, tu saoules les gens, le propre de l'être humain, c'est d'oublier. Mhm. Donc, vas-y, quoi. Donc tous les jours, je saoulais et alors j'avais fait des trucs. J'avais fait des trucs un peu, pas pervers, mais un peu tactiques. J'avais créé des groupes de Messenger de potes et machin, où je balançais mes trucs et quand il y en a un qui donnait, je disais ah merci Jean-Pierre, c'est trop cool et tout machin pour que les autres se sentent trop mal que Jean-Pierre ait donné et pas eux, tu vois. Pas Mais mal. enfin, j'ai fait que des trucs voilà un peu tactiques comme ça. Bah après c'est des conseils qu'on m'avait donnés. Je t'avoue que encore une fois en tant qu'ancienne juriste, j'avais tout lu le glossaire de Ulule parce que je suis partisane de si tu suis la recette, t'es censé réussir le gâteau. Mhm. Donc j'ai suivi la recette des conseils de Ulule pour réussir mon gâteau, tout simplement. Et écoute, ça a fonctionné. Après, c'était un projet quand même, je pense, qui avait aussi du sens, qui était révélateur que il y avait effectivement la perruque, le turban, mais qu'il n'y avait pas quelque chose entre les deux, que ce monde-là manquait de choix. Et surtout, le monde de la maladie était quelque chose de pas du tout, enfin pas du tout sexy, normal quoi. Mais tu vois, quand je me suis lancée, bah, je suis allée rencontrer d'autres assos comme genre les initiatives, tu sais, réseau initiatives, des choses comme ça, pour essayer de récupérer des prêts à 0% ou Mhm. des initiatives remarquables, des choses comme ça. Et un jour, il y a un monsieur sur un de ces... Parce que tu dois faire des présentations, tu pitches à chaque fois. Il y a un monsieur qui me dit, votre idée, elle est géniale. Franchement, elle est top. Mais ça va pas marcher parce que la maladie, c'est pas marketing. Et en vrai, je me suis dit, bah, toi, je vais te prouver le contraire. Ouais. Et j'ai pu démontrer en étant toujours moi-même, c'est-à-dire sans jamais minimiser, sans faire trop ni rien, qu'on peut quand même vendre des produits pour des gens qui ont perdu leurs cheveux, notamment à cause de cancer, parce que de par mon histoire, c'est 90% de mes clients. Et que pour autant, ils m'envoient des messages tout le temps en me disant, on attend votre story du matin chez les frangines tous les jours parce que ça nous fait sourire, quoi. Ok. Tu vois? Donc, on n'est pas sur une marque qui prône le pathos ni rien. Effectivement, malheureusement, aujourd'hui, la maladie fait partie de la vie de beaucoup de monde. Elle touche de près ou de loin. Et on est obligé de faire avec. Et on peut aussi montrer d'autres aspects de la maladie. Il y a quelque chose que la maladie ne m'a jamais enlevé, mais parce que je voulais bien qu'elle ne me l'enlève pas, c'est le sourire. Ouais. Et il m'a jamais quitté. C'est ce que j'essaie de donner à mes clientes, quoi, au travers de mes produits. Et tu disais en tout début de l'épisode que maintenant, ce sont des produits qui sont remboursés par la Sécu, qui Ouais, sont pris en charge. ça l'a toujours été. En fait, la création des frangines était conditionnée à ça. Ok. C'est-à-dire que face à la maladie, on est face à l'adversité, on est tous sur la même marche. Et je trouvais encore plus injuste que l'on puisse comprendre la condition sociale des gens en regardant l'état de leur perruque. Parce qu'en fonction de tes moyens, tu as plus ou moins une belle perruque, en fait. Mhm. Mhm. Et je trouvais ça vraiment pas juste parce que je me disais, ok, on vit tous la même chose. Enfin, c'est pas quelque chose qui relève du confort, c'est-à-dire que quand tu es en traitement de chimiothérapie, que tu perds tous tes cheveux et tout, juste t'as froid à la tête. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai compris pourquoi on mettait des bonnets aux bébés pour qu'ils s'endorment. Parce qu'en vrai, à l'endormissement, tant que t'es pas habitué,
bah, tu super froid à la tête. Et Ouais, je donc sais juste parce que moi, je suis pas malade, mais j'ai pas de cheveux pour ceux qui ne le savent pas. Et effectivement, quand il fait froid, bah, le froid à la tête. bah, oui, oui, en Ah fait, ouais. ton tout se régule par là. En fait, la chaleur s'évapore par la tête. Donc effectivement, quand il fait froid, il vaut mieux mettre un bonnet parce que sinon tu as encore plus froid, tu es glacé de l'intérieur. Hmm. Et donc c'est pas du confort, c'est pas du et donc j'ai voulu créer quelque chose qui soit joli et confortable. Aujourd'hui, nos bonnets, ils sont thermorégulants, anti-UV, certains sont même antibactériens pour aller jusqu'en chambre stérile si besoin, sans faire l'impasse sur le style, parce que c'est pas parce que tu es malade que tu n'as pas le droit d'être stylé, Mhm. mais je voulais que tu sois riche ou pauvre, tu puisses te permettre d'avoir une parure d'effrangine quand même, en fait. Je voulais pas qu'il y ait de distinction, en fait, que n'importe qui puisse se procurer ces produits. La solution, c'était de faire entendre à la sécurité sociale que ce qu'on faisait, c'était une prothèse capillaire à part entière. Donc nous, c'est des prothèses capillaires partielles, parce qu'entre-temps, il y a une distinction associée à un accessoire textile. Comment est-ce qu'on on entre en relation avec la sécurité sociale pour réussir à faire rembourser un produit? Ben, Enfin, ça me paraît être un en espèce d'organisme tentaculaire. Oui, alors à l'époque, c'était beaucoup plus simple. Ok. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Tout s'est durci, mais à l'époque, c'était beaucoup plus simple. En fait, quand tu es un professionnel qui va aider des personnes qui sont notamment en traitement de chimio ou quoi, tu as ce qu'on appelle un compte professionnel à la sécurité sociale avec un conseiller professionnel. Et c'est lui, en fait, qui te guide sur les démarches à faire. Après, effectivement, dans mon cas, il a fallu que j'aille voir le CEPS, l'ARS. Enfin, j'ai dû écrire à 1000 organismes jusqu'à ce que j'ai trouvé le bon. Mais Ok. là, tu vois, j'ai remis ma casquette de juriste et ma pugnacité surtout. Et puis, j'ai pas lâché. Et après, aujourd'hui, maintenant, il y a un lien, en fait. Tu as un lien qui t'est donné pour faire ta demande d'enregistrement de tes produits. Alors, tu as un cahier des charges hallucinant à remplir, hein, pour J'imagine. obtenir un code, ce qu'on appelle un code LPP. Voilà. Ça a pris combien de temps pour ce processus pour pouvoir être remboursé? Franchement, il y a 10 ans, ça n'a pas été très long, ça a pris 6 mois. Ça- bah, oui, alors j'allais dire pas très long en termes d'administration française. C'est Oui, quand même long, 6 mois, mais moi je oui, bien m'imaginais sûr. genre 2 ans, tu vois, un truc. Non, 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 non. Aujourd'hui, honnêtement, t'es plus sur de l'ordre de 1 an quand tu veux faire inscrire un nouveau produit à la LPP. Parce que parfois il faut qu'il y ait un arrêté ministériel et tout qui soit publié Mhm. quand tu développes un nouveau produit. Mais donc c'est plus de l'ordre de 1 an. Mais à l'époque, j'avais réussi en 6 mois. Mais en fait, moi j'ai fait mon crowdfunding en octobre 2016 et j'ai lancé mon site internet de vente en ligne en juin 2017 parce qu'en Ok. fait j'avais besoin de l'argent du crowdfunding pour pouvoir lancer ma première production, créer mon site internet et tout ça, ça a pris du temps. Et du coup, pendant ce temps-là, bah, j'œuvrais pour obtenir mon remboursement sécu et je l'ai obtenu en avril 2017 et mon site est sorti en juin 2017. Ok. Ok. Les Voilà. produits, par curiosité, tu les vends combien? Alors les produits, tout ce qui est textile, c'est entre 25 et 69 euros. À savoir que Ok. c'est une production qui est française et européenne. Ok. Et tout ce qui est capillaire, là, ça augmente au 1er janvier 2026. On est de 75 euros à 125 euros pour le plus cher, Ok. qui est une Et, demi-perruque. et c'est ça, tu dis les trucs, les produits capillaires, c'est ce qui va se clipser en gros sous les textiles. Exactement, c'est ça. Ok. Et la prise en charge sécurité sociale, elle est de l'ordre de 125 euros. Du coup, dans ma gamme, tu trouveras toujours un produit capillaire associé à un accessoire textile qui va rentrer dans ce remboursement Ok. total. Après, tu peux avoir un dépassement. Si par exemple tu veux la frange longue avec le bonnet top du top, tu vas avoir un petit dépassement qui est à 90% pris en charge par les mutuelles. Ok. C'est aujourd'hui ton activité principale, ce que tu fais, cette C'est entreprise? aujourd'hui mon activité principale. Ok. Ça a été quoi donc là, ça va faire presque 10 ans. Mm. C'était quoi tes challenges, les leçons que tu as pu apprendre sur ce parcours entrepreneurial en tant que novice de l'entrepreneuriat?
Eh ben que j'ai fait ça parce que mon métier de juriste était trop stressant et que je La suis pas bonne moins blague. stressée. Voilà. Ah, c'est les montagnes russes d'être entrepreneur. Euh, c'est hyper enrichissant parce que tes journées c'est jamais les mêmes et que tu t'ennuies jamais mais bon, tu cours après le temps tout le reste de ta vie. Que c'est vertigineux parce que ben tu sais comment tu finis le mois, tu sais pas comment tu le termines. Surtout quand tu commences à avoir aussi des gens sous ta responsabilité. Nous, on n'est pas on est des minus, hein. On est que quatre dans l'équipe. On est deux à temps plein et deux à temps partiel. Tu vois, Mhm. on est vraiment une petite boîte. On fait pas le million d'euros de chiffre d'affaires, hein. Loin de là. Pas encore. Mais enfin voilà, c'est quelque chose qui m'a énormément appris et sur moi-même et d'un point de vue professionnel parce que je pense que j'ai développé des capacités et d'adaptation et de métier en fait que j'avais pas. Moi, j'étais juriste, j'étais pas une communicante au demeurant, encore moins en Mhm. marketing, tu vois. Mhm. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je maîtrise plutôt bien. Gérer aussi un back-office de site internet, enfin voilà, le SEO, tout ça. À l'époque, je connaissais pas tout ça. Donc tout ça, j'ai appris sur le tas. Donc j'ai développé plein de compétences à être entrepreneur. C'est vrai que c'est quelque chose que je trouve n'est pas vraiment confortable d'être entrepreneur. Voilà. Tu trouves pas ça C'est vrai qu'il y a confortable? des... Non. Ok. Alors, je trouve que on va te dire, j'ai envie de te dire, c'est le prix de la liberté, Mhm. même si c'est pas une vraie liberté puisque tu es aliéné à ton entreprise. Aujourd'hui, je m'inflige des choses que je n'infligerai à personne d'autre, sous couvert que c'est ma boîte. Ouais. Comme quoi? Mm. Comme quoi, Ah par oui. exemple? Ah, comme quoi, comme bah, fermer mon ordi à 1h30 du matin, Ah oui. comme faire 80 heures par semaine, comme de pas me payer tel mois parce que j'ai un truc qui m'est tombé, je m'y attendais pas, il faut que je paye ça et du coup là je peux pas me verser de salaire. Mhm. Enfin voilà, ce genre de choses quoi. La vie d'entrepreneur. T'as déjà pensé à développer à l'international ton produit? Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis j'aimerais vraiment qu'il se développe plus sur l'international, mais pour ça il faudrait que mon site en anglais il soit un peu plus performant. Ok. On a pas mal de lacunes chez les frangines. Moi je suis quelqu'un qui a tendance à faire confiance trop facilement et je me suis fait avoir une ou deux fois. Et là, en fait, cette année, on s'est attelé à réparer justement tout ça. Ok. Et donc aujourd'hui, ben, on met tout en place pour que tout soit nickel et qu'on puisse effectivement partir un peu plus sur l'international. Parce qu'aujourd'hui, bon, les enjeux qu'il y a eu, c'est que par exemple en 2019, il y a un lobby qui m'est tombé dessus. Les frangines ont perdu leur remboursement Sécu sur Internet, parce qu'avant on était remboursé même quand tu achetais sur Internet. Maintenant, c'est plus Ok. le cas. Tu es obligé de te déplacer en boutique physique. Du coup, ça nous a forcé à changer complètement notre business model. Avant, on était B2C 80% et 20% B2B. Maintenant, on est 70% B2B et 30% B2C. Ok. Sauf que quand tu travailles exclusivement B2B, tu n'as plus la même marge. Mhm. Donc en fait, tu es obligé de travailler deux fois plus si tu veux faire le même, on va dire les mêmes bénéfices que ce que tu faisais quand tu étais en B2C, quoi. Donc Et c'est encore un autre travail. tu as déjà considéré d'avoir quand même un canal B2C en disant, bon, bah, après, vous avez le choix de passer par là, mais vous vous asseyez sur le remboursement? Parce que je sais que Oui, moi, bien sûr. je sais qu'en ce qui me concerne, parfois, il y a des services où je sais que il va falloir passer par le médecin, aller chercher le truc, et l'ordonnance et machin pour Ouais, récupérer tu 50 préfères balles. Je me dis, payer. non, laisse tomber. Alors oui, seulement dans le projet des franchises, il faut savoir une chose, c'est que tu es face à des personnes qui souvent rentrent aussi dans une précarité financière en plus d'être dans la maladie. Ok. Parce que quand tu tombes malade, même si aujourd'hui la plupart des gens ils ont des prévoyances, tu as quand même la sécurité sociale. Bon, déjà ta prévoyance elle se déclenche au bout de quelques mois et la sécurité sociale ne te paye pas l'intégralité de ton salaire pour peu que ton employeur ne fasse pas la subrogation. Donc, dans ces cas-là, bah, tes revenus sont réellement impactés, pratiquement de moitié les premiers temps, sauf que tes charges, c'est toujours les mêmes. Donc, tu es face à des gens qui sont quand même souvent, hein, comme j'ai pu rencontrer, qui rentrent aussi dans une précarité financière. Donc, c'est vrai que ce remboursement, bah, ils y tiennent. Même si, moi, je le vois là, parce que je travaille quand même avec pas mal de perruquiers qui vendent des perruques et qui vendent des frangines en complémentarité pour le sujet que j'ai évoqué en début de discussion, c'est-à-dire Mhm. d'avoir la possibilité de se coiffer différemment.
Tu vois ce Ouais, que je veux dire? Donc ouais. d'avoir une perruque et puis ça permet aussi d'abîmer beaucoup moins vite les accessoires parce que tout ça, ça a une durée de vie en fonction des accessoires que tu utilises. Et donc si tu en as deux, bah, du coup, tu multiplies leur durée de vie. Ok. Donc bien sûr que c'est possible, mais aujourd'hui on le voit, on fait tout hein, pour essayer de ramener des gens sur notre site internet aussi parce que mais notre site internet sert beaucoup de relais pour trouver une adresse de nos revendeurs. On a 720 revendeurs à date. Non, plus, 745 pardon, j'ai regardé avant-hier. Ok. Tu disais, à un moment donné, tu as dit que tu avais une peur, quand tu parlais par rapport à l'histoire de ton père, que tu avais une Ouais, peur bleue de planter ta boîte. oui. Est-ce que ça a un impact? Tu penses que ça a un impact sur le développement et sur ton rôle en tant que chef d'entreprise, cette crainte que tu as de la cracher? Aujourd'hui, pour être honnête, je pense que je suis les limites de ma boîte. Ok. Ouais, clairement, je vais être extra lucide avec moi-même. Je pense que si aujourd'hui les frangines, alors j'ai rêvé hein, d'avoir un associé, j'ai rêvé de lever des fonds. Le problème de mon entreprise, c'est que elle est intimement liée à mon histoire personnelle, que j'ai essayé de me désolidariser de ça, mais que j'ai bien vu que ça fonctionnait pas, que l'incarnation de mon histoire faisait les frangines et qu'il fallait que je reste sur le devant de la marque. J'ai essayé de la diversifier, j'ai essayé de la rentrer dans autre chose que la maladie, plutôt du côté mode, mais on a vu qu'on perdait on perdait dans la communication le sens et les gens savaient plus ce qu'ils achetaient. En gros, ils savaient pas s'ils étaient sur un site pour gens malades ou sur un site pour les gens qui, qui avaient besoin de ça pour la mode. Au Mhm. final, du coup, ils savaient pas où ils étaient, donc ils achetaient rien. Ouais. Euh, j'ai voulu avoir un associé. Bon, un associé, c'est pas évident parce que bah, tu sais que c'est un mariage. Mm. J'avais proposé à ma collaboratrice de s'associer, qui est mon bras droit et gauche, mais elle m'a dit que en gros, elle se sentait pas l'âme d'une entrepreneuse, que elle voyait parce que comme on est une petite équipe, elles le vivent à travers moi. Elles, du coup, elles apprennent beaucoup, elles adorent, Mhm. mais elle me dit moi, enfin, je me sens pas Moi, les j'ai pas épaules. envie de bosser 80 heures par semaine. Non, je sais pas, mais en tout cas, voilà, elles sont pour autant hyper engagées et tout. Je sais que je peux compter sur elles. Elle me dit, tu pourras toujours compter sur moi, mais je me sens pas d'être associée. Aujourd'hui, le fait de pas avoir eu d'associé, ça a été un vrai problème. Je sais pas si je l'avais mis dans le message que tu as dû voir sur LinkedIn, mais en fait, j'en ai eu rencontré. J'ai fait pas mal de rendez-vous et il y en a un dernier où je me suis dit, j'arrête. Parce que j'ai rencontré un monsieur qui m'a dit, votre projet, il est super, mais on mise pas sur un seul cheval et encore moins sur un cheval qui boite. En faisant référence à mon cancer. C'est pas très Ok. classe, Ah, c'est peut-être très juste. en faisant référence à toi, personnellement. Oui, à moi personnellement, bien sûr. Ah oui, En c'est faisant référence au fait que super j'étais agréable. associée unique dans ma boîte. Ok. Ouais. Ok. Et du coup, j'ai jamais fait de levée de fonds. J'ai essayé de présenter le casting de qui va être mon associé parce que pendant des années, ils sont venus me chercher, mais je me sentais pas capable de parler des chiffres de la maladie à la télé. Mais Je trouvais j'allais dire, ça, c'est typiquement, quand je t'ai parlé de l'international, et moi j'ai beaucoup regardé Shark Tank, l'émission américaine, l'équivalent ouais, américain de qui va être mon de qui va associé, être mon associé. qui est beaucoup mieux, entre parenthèses. Et je me suis dit, waouh, c'est tellement un truc à présenter dans Shark Tank, à faire pleurer tous les présentateurs, enfin tous les investisseurs. Ouais, Et justement, de ben ton côté? j'ai fait la vidéo et tout, et franchement, je suis pas du genre en plus à me dire, tu sais, c'est plutôt la meuf à l'école qui disait, ah, j'ai foiré mon contrôle, et en fait, elle avait trop bien réussi. Hmm. Et ben là, j'ai fait une vidéo juste trop bien. Ok. Vraiment, quand je l'ai faite, je l'ai envoyée aux filles, j'ai dit, la vidéo, elle est trop cool et tout, c'est sûr, franchement, si on n'est pas prise, franchement, je comprends plus rien. Voilà, même pas passé le premier cap. C'est vrai, c'est dingue. Ouais, on n'a pas été prise. Après, je pense qu'ils ont plein d'autres projets incroyables et beaucoup plus bankable. Le problème des frangines aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, quand j'avais du vent à vendre, j'intéressais les investisseurs. J'avais que du vent à vendre. J'avais que Hmm. des chiffres spéculatifs. Ouais. Aujourd'hui, tu parles à une boîte qui a 10 ans, qui depuis 3 ans a une croissance complètement stable. Parce qu'aujourd'hui, les charges, elles dépassent ta croissance tellement qu'on a de charges. Hmm. Ben, du coup, t'intéresses plus personne, t'intéresses plus un investisseur. Après, où je suis en colère, un petit peu,
Où je suis un peu moins modérée et où là, j'ai pas encore pris assez de recul. J'en ai pris beaucoup sur la maladie, le cancer et plein de choses, mais dans l'entrepreneuriat, sur ça, non. C'est que le projet des Frangines, il a été énormément plébiscité. Beaucoup de gens s'en sont servis pour son image. Beaucoup de gens l'ont Comme mis en qui, avant par pour exemple? leur image personnelle. Bah, comme qui? Comme des institutions, hein, comme des Ok. mairies, comme des villes, comme des régions, tu vois. Ok. Et mais finalement, personne les a vraiment aidés. On m'a dit, par exemple, on vous trouvera un local pour pas très cher et tout. Quand il s'agit de, bah, j'attends toujours. Mhm. Euh, Tu vois, j'ai eu rencontré des business angels, des choses comme ça. En vrai, personne n'a mouillé sa chemise pour le projet. Personne, personne. Alors, je te parle encore personne. Mhm. Et ça, des fois, ça me rend un petit peu amère parce qu'en fait, comment tu veux casser un plafond de verre quand la seule chose que tu as, c'est de pouvoir faire des petits prêts bancaires quand on veut bien t'en accepter. Parce Donc le qu'aujourd'hui, c'est plafond quoi de verre, l'obstacle à ta croissance? l'obstacle à ma croissance, c'est qu'en fait, on a besoin de plus de ressources humaines pour pouvoir se développer plus. Mais pour avoir de la ressource humaine, il faut de la ressource financière. Et Mhm. en fait, c'est le chien qui se mord la queue. Mais- Parce que tu dis avoir plus de ressources humaines, mais admettons, là, je sais pas, quelqu'un tombe du ciel et te dit, moi, je te donne 300 000 balles. Je sais pas de combien tu aurais besoin, hein, mais admettons. Il te dit, je te donne 100 000, 200 000, 300 000 balles. Tu les mettrais où en premier? Ben là, déjà, je fais une force de vente. Ouais. Aujourd'hui, les frangines, elles n'ont pas de force de vente. Aujourd'hui, les frangines, elles ne rendent des nouveaux clients que parce qu'on leur téléphone. Ok. Parce Donc, il qu'ils y a nous ont zéro identifiés prospection. il y a zéro prospection. Les 745 clients dont je te parle, bon, il y en a quand même la moitié qui ont été prospectés par une sœur de combat qui est commerciale indépendante, qui est désormais salariée depuis un an. Donc elle, voilà. Mais sinon, tout le reste, c'est des gens qui nous ont appelés parce qu'ils nous ont identifiés sur les réseaux sociaux grâce à notre communication. Ok. Aujourd'hui, on a 745 clients revendeurs. Il y a 23 000 pharmacies en France. La plupart de mes clients, c'est des pharmaciens. Je te compte pas les prothésistes capillaires, hein. Il y en a aussi beaucoup, mais là, on va parler du monde de la pharmacie. De sources sûres, il y en a un peu plus de 5 000 qui font de l'oncologie. J'en ai que 745. Ok. Aujourd'hui, je n'aide que 3% des personnes qui auraient besoin enfin, qui perdent leurs cheveux, en fait. 3%. Ne serait-ce que de passer à 10%, l'entreprise, c'est plus la même. Ouais. En fait, le plafond vert, il est pas loin. Mais Hmm. aujourd'hui, je suis pas en mesure de le casser dans l'état actuel des choses, en fait. En étant 2 personnes à temps plein et 2 personnes à temps partiel. Ouais, puis si tu l'as porté à bout de bras pendant aussi Pendant 10 ans. 10 piges, ouais. Alors moi, je le fais, hein. Je prends mon téléphone, j'appelle, même si c'est ma limite, normalement, parce que moi, je suis une créa et je suis pas une commerciale, mais je suis la personne qui parle le mieux de mon projet. Ouais. Donc, bien sûr que je le fais. Mon équipe le fait aussi. Mais il nous manque des gens sur le terrain. Les pharmaciens, ils ont l'habitude de voir des gens sur le terrain, de leur Hmm. proposer des réunions, des présentations en visio. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas envie. Donc là, on a une vraie faiblesse. Une vraie, vraie, vraie faiblesse. Et en fait, sans faire de levée de fonds, sans avoir... en fait, on pourra pas. Donc, il y a quelque chose que je vais te dire, certes, sans doute en avant-première, parce que je ne l'ai pas encore dit à personne, c'est que en 2026, si on n'arrive pas à avoir un investisseur qui veut rentrer dans le projet, qui croit profondément à ce projet comme moi j'y crois, Mhm. c'est qu'en fait, je vais ouvrir mon capital aux clients des Frangines. Ok. Les Frangines, elles sont nées de la solidarité il y a 10 ans. Grâce à un crowdfunding, je me suis dit, pourquoi pas faire une levée de fonds participative auprès de ma communauté et auprès de mes clients. Parce que peut-être que des gens que j'ai aidés un jour voudront aussi nous aider en retour. Parce que c'est simple. Aujourd'hui, j'entendais une chose très juste. C'est que les entreprises, les entrepreneurs, ils meurent pas parce qu'ils manquent forcément de fonds ou de trésorerie. Si c'est pas totalement juste, à un moment donné, si t'as plus de trésor, c'est mort, quoi. Tu peux toujours en trouver. C'est ça que la personne voulait dire. Mais par contre, elle meurt parce qu'à un moment donné, l'entrepreneur, il a plus d'énergie. Hmm.
Et moi, c'est clair, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça fait 10 ans que je porte le bébé à bout de bras et je peux pas nier que ouais, je commence à m'essouffler Mmh. et que ce qui me tient, c'est mes clientes. C'est tous les jolis messages que je reçois tous les jours, c'est les photos de patientes qui disent j'ai reçu ma frange, qui sont trop contentes et tout, et qui te font des messages d'amour. Enfin, ça, je peux pas m'en passer, quoi. Et puis parce qu'aujourd'hui, les frangines, elles continuent d'aider des gens et j'ai pas du tout envie qu'elles s'arrêtent à cause de ça. Mais la réalité, elle est que on reste une TPE française avec les problématiques d'une TPE française et que on a besoin d'aide si on veut pouvoir aller un peu plus loin et On a continuer d'exister. Moi, j'ai pas mal de gens qui ont un peu de capital dans mon audience. Tu chercherais une somme d'à peu près combien? Tu as déjà fait les chiffres, etc. Oui, on a fait les chiffres. En fait, on aimerait faire une première levée de fonds à 300 000 euros. Ok, bah c'est pile le chiffre que je te l'ai donné Oui, c'est tout le à chiffre l'heure que en tu as plus. dit tout à l'heure, ouais. Tout à Ok, fait. ok, Et du coup, on diluerait notre capital, évidemment, de 40% départ. ok. Donc, si une personne déjà intéressée qui écoute cet épisode, où est-ce qu'on peut te contacter? Ben, tout simplement sur mon mail, Ok. lesfrangines@gmail.com Alors, ou Frangine, si tu peux juste expliquer contact@lesfrangines.com. comment ça C'est s'écrit, avec parce un que J comme Jean et un Y comme Yves. yes. Parce que c'était le petit nom que j'avais donné à ma tumeur. Parce que quand je connais pas le prénom de quelqu'un, t'as bien compris, je dis Jean-Pierre, Jean-Luc, Jean quelque chose. Ben, à l'époque, c'était Jean-Yves, mon type de langage. Et ma Ok. meilleure amie m'a dit, franchement, ce mot tumeur, il me fout en l'air. C'est vrai que le mot tumeur, quand t'as un cancer, Ah oui, il est quand même c'est pas vrai, c'est vrai, adapté, tu vois. c'est vrai. Et elle me dit, viens, on lui donne un prénom. Et je dis, ouais, mais bon, c'est engagé de donner un prénom à une tumeur parce que bon, tu peux vexer les gens, quoi. Et elle Oui. me dit, bah, je sais pas, Jean-Yves, on connaît pas de Jean-Yves, tu dis tout le temps Jean-Yves par-ci, Jean-Yves par-là, bah, ce sera Jean-Yves. Bah, tu vois, encore une fois, cette bonne étoile, le J, le Y, j'ai pu le mettre dans le nom de ma marque. Et sans ce J et ce Y, je n'aurais pas pu la déposer. Et Est-ce dans le que mot frangine, il y a le mot frange, mais c'est pas parce que je fais de la frange, c'est pour les sœurs de combat. C'est plus pour la communauté, la sororité au départ. Tout le Ok, reste, c'est un gros coup de bol. ok. Voilà. Est-ce Après, je Là, crois putain, toujours. quand tu rencontres des Jean-Yves, des vrais Jean-Yves, ça doit être compliqué. Non, parce que ça les fait. Généralement, ils s'excusent. Mais, euh, mais bon, après, ça fait sourire et des fois, je me dis, tu verras, un jour, quand je vais avoir un investisseur, il va s'appeler Jean-Yves et là, la boucle est bouclée, quoi. Peut-être, écoute, je te le souhaite en Et tout tu cas. vois, souvent, je dis, je suis une éternelle optimiste et moi, je crois en la chanson de Johnny Hallyday, il suffira d'une étincelle. Et vraiment, ça fait 10 ans que je l'attends, mais je suis sûre qu'elle finira par arriver, cette étincelle. Parce que ce projet, il n'y a pas de raison. Dans le monde entier, il n'a pas son pareil. Il y a tout à faire chez les frangines. On a juste besoin d'un coup de pouce, quoi. Ok. Mais voilà. J'espère que cet épisode t'apportera Mais écoute, hein. ce tournant. Si s'il y avait un message que tu devais adresser aux personnes qui vont écouter cet épisode par Ouais. rapport au parcours, à ce que tu as vécu, etc. Et tu vois, tu as eu une forme de renoncement à la partie artiste Oui. qui t'habitait quand tu étais plus jeune, parce que justement, il fallait avoir les bonnes études, il fallait avoir le bon salaire, etc. Donc, tu as fait ce chemin, tu es allé chercher le bon travail, la bonne situation, etc. Tu en es revenu. Aujourd'hui, tu as une entreprise, tu as été malade, tu as guéri de tout ce parcours-là, du haut de tes 37 ans. 38, merci de m'avoir 38, rajeuni. pardon. 38. Je Je sais pas prends, pourquoi. je prends. J'ai gardé 37. J'ai gardé 37 en tête. Est-ce que pour les personnes qui vont écouter cet épisode, tu as un message à adresser? Ou deux ou J'en trois ai, messages. j'en ai plusieurs. Euh, J'en ai un que je vais dire tout de suite parce qu'il va dans tout ce que je viens de te dire avant et qui fait que pourquoi tu vois, dans mon ADN, renoncer, ça n'existe pas en fait. Si je l'ai emprunté cet adage à Philippe Croison, je sais pas si tu connais.
Non. C'est un monsieur qui a perdu ses bras et ses jambes dans un accident domestique et le mec il t'explique son parcours de la résilience sur 2 prothèses de jambes pendant 2 heures. Il force le respect de ouf et il a rallié plusieurs continents à la nage alors qu'il a plus de bras et plus Oui, de jambes. si, oui, si, bien sûr. Tu Oui, vois? oui, bien sûr. Et en fait, il y a un adage qui dit et qui me porte souvent quand, tu vois, dans les jours de moins bien, c'est l'impossible n'existe pas parce que dans impossible, il y a possible. Et quand un mec comme ça, il te dit ça, tu peux pas ne pas le croire, en fait. Donc ça, c'est la première des choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'arrête de me dire, mais non, c'est pas, enfin, c'est impossible. C'est pas impossible, en fait. Il y a toujours quelque chose qui peut arriver. Là, du coup, la deuxième chose vient de me dire que la vie, elle est capable du pire comme du meilleur. Et il faut pas oublier qu'elle est aussi capable du meilleur. Preuve en est, et ça on n'en a pas parlé, mais il y a bientôt 4 ans, j'ai cru que je retombais malade. J'avais des symptômes vraiment bizarres. J'étais très fatiguée, j'avais mal à un sein, j'étais pas bien. Et ben en fait j'étais enceinte, naturellement. Alors qu'on m'avait dit que j'avais autant de chances de gagner au loto. Du coup j'ai gagné. Est-ce que tu allais remplir une grille de loto dans Ben la non parce foulée? que parce que finalement mon loto c'était ma fille, donc je sais que c'est bon, j'ai eu mon loto. Donc j'ai une petite fille et qui est en pleine santé et tout. Et moi, je suis toujours en pleine santé aussi, parce qu'il y avait cette part-là. Quand tu as eu un cancer hormonodépendant qui était 100% récepteur oestrogène, j'avais un risque en fait de mener cette grossesse, mais finalement, bah, tout s'est bien passé. Et la dernière des choses, c'est que il faut pas oublier qu'en fait, il faut avoir confiance en l'être humain. Parce que l'être humain, s'il est là depuis toutes ces milliers d'années, c'est qu'il a une capacité d'adaptation qu'on ne soupçonne pas. On est capable de s'adapter à toutes les situations et même au pire. Parce qu'on a tous un instinct de survie. Et il faut pas minimiser ça. Et surtout, il faut s'en souvenir. Parce que souvent, on m'a dit, oui, mais toi, Julie, t'es forte. Ah, je vais faire tomber un mythe, hein. Je suis pas plus forte que quelqu'un d'autre. C'est faux. C'est juste qu'en fait, à un moment donné, quand t'as pas le choix, bah, tu fonces, quoi. Et que t'as peut-être pas envie d'aller là où tu connais pas, donc tu fais tout pour rester là où tu es, quoi. Donc ça, voilà, c'est des messages, moi, qui me paraissent importants à rappeler, parce que même si certains peuvent paraître de la philosophie de comptoir, ben moi je trouve pas. Je te dis souvent, c'est des choses que j'essaie de me dire dans les moments de moins bien, parce que comme tout le monde, j'en ai, Mm, et encore plus quand on est entrepreneur et qu'on vit mm. les montagnes russes quotidiennes de l'entrepreneuriat. Donc voilà, Au top. pour mes petits Julie, messages. merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Si les gens veulent Merci à toi, retrouver Yoni. donc il y a ton bouquin À mes sœurs de combat, on peut te Oui, retrouver aux aussi sur éditions LinkedIn. Larousse. Oui, tout LinkedIn à Julie fait. Meunier. Oui, c'est ça. Julie Meunier sur Instagram, Les Frangines, et puis Julie Herbin Meunier sur mon Instagram perso. Parce que Ok, je relance un peu d'influence aussi là. Et puis le Facebook, pareil, Les Frangines. au top. On est Merci super Julie. joignable. On te souhaite en tout cas de trouver l'investisseur, de trouver tout ce qu'il faut et de passer à la prochaine étape. C'est gentil. Merci, Yoni.